3, 2, 1, 0, 0, FRB, liftoff. Nice to be in orbit. Lors du précédent épisode, nous vous avons posé la question suivante. Vous venez de faire mourir un personnage très important du contexte de votre jeu dans votre scénario. Une joueuse vous affirme qu'il ne peut pas mourir à cette époque et vous ignorez si c'est vrai. Que faites-vous ? Comme Mike est parti en vacances, je suis le seul à choisir cette semaine la réponse qui me plaît le plus et c'est celle de Julien Drouet qui a en réalité proposé plusieurs réponses. Quelqu'un d'autre a pris la place de Lux Bonterry ou alors il est bel et bien mort et un autre Lux Bonterry va prendre sa place. Les joueurs ont cru le voir mourir. Comme le résume Julien à la fin de sa réponse, cette dissonance avec l'histoire établie est un magasin de portes ouvertes. Vous avez plein de solutions pour résoudre cette situation. Entre l'époque où les océans ont englouti Millennium et l'avènement des fils de Maillard, il y eut une époque de l'histoire fort peu connue, dans laquelle vécurent Mike et Sandy, destinés à ceindre leur front chauve de la couronne de jeux de Rôlistia. C'est moi, leur chroniqueur, qui seul peut raconter leur épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. Bienvenue dans ce 6e épisode de Jet d'initiative dans lequel on va déjà parler d'un jeu qui nous tient vraiment à cœur et qui s'appelle Barbarians of Lemuria. C'est un jeu à l'origine américain, si je dis pas de conneries. Et qui a connu en France une superbe traduction et une superbe édition par Ludosphérique, et notamment avec des illustrations splendides d'Emmanuel Roudier, l'auteur de Wurm, qui doit être d'ailleurs la campagne de Wurm doit être soit elle a commencé, soit elle sera bientôt livrée, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est un jeu qu'il vaut mieux avoir en version française parce qu'il est beaucoup plus joli en français que dans sa version d'origine. Voilà, alors, oui. Petite précision, il avait déjà été traduit par Les Livres de l'Ours, par Kobayashi précédemment, et en fait on va parler de l'édition mythique qui a été traduite par Ludosphérique en français. C'est bien de celle-là dont on parle, illustrée par le monsieur là, l'autre côté, C'est celui-ci, voilà. qui a illustré le Bikini Chainmail, monsieur Emmanuel Roudier. Voilà, himself. Alors, Roudier, il a fait plein de choses, il a fait de l'illu de jeux de rôle, mais il a fait de la BD aussi. Si je me souviens bien, il a fait une BD sur la préhistoire qui s'appelle Vohuna et qui est très très réussi. Il y a un recueil qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes crèmeries et qui est absolument excellent. Voilà, alors, étant donné que je dis régulièrement des bêtises quand je parle des systèmes de jeu, c'est malheureusement Mike qui va vous parler de Barbarians of Lemuria, et donc c'est moi qui relèverai toutes ces bêtises. Ouais, Donc alors, Mike, Mike, raconte-nous tout, dis narre-nous. Narnia, Barbarians of Lemuria, donc un jeu de rôle qui est bon, un jeu de rôle dont le but est de rejouer des scénarios ambiance Conan, donc de la Fantasy Sword and Sorcery ambiance old school, où dans un seul bouquin, chose qu'on trouve plus beaucoup maintenant de nos temps, dans un bouquin d'un peu plus de 200 pages, vous avez tout, vous avez évidemment la création de personnages, évidemment les règles, évidemment de l'univers, évidemment un bestiaire, évidemment aussi et surtout des scénarios. Je pense que vraiment un produit en un seul tenant qui résume tout ce qu'il faut. Un système de jeu très simple. On a 4 caracs, on lance 2d6, on additionne la valeur de notre carac au résultat et on essaye de faire le plus gros possible. Et à partir de là, on réussit, on rate une action. Évidemment, on rajoute à ça, héroïsme oblige, des points d'héroïsme qui permettent un petit peu de changer la donne. Et globalement, on a un système assez cinématique, hyper funky, hyper action, mais absolument pas en combat tactique. Et je trouve que ça marche très très vite. On crée un personnage, se fait de la même façon. Vous choisissez des avantages, des désavantages. Vous listez de façon assez libre les professions que vous avez eues, parce qu'il y a une petite finesse au système, il y en a d'autres, je vous rassure. Mais globalement, quand vous faites une action, alors si vous êtes en combat, vous avez une
une carac secondaire qui s'appelle le tir ou la mêlée. Donc vous lancez tout simplement vos 2d6 plus votre tir ou plus votre mêlée. Si vous faites quelque chose qui est en dehors du combat, bah, vous allez peut-être utiliser ou une action dans le combat qui ne nécessite pas du tir ou de la mêlée, mais vous allez faire une acrobatie par exemple. Vous allez peut-être utiliser justement le côté agilité. Et sinon, imaginons que vous êtes en train de remonter une piste dans un lointain désert où il fait super chaud et vous êtes en train de suivre la piste de pillards qui se sont enfuis après avoir capturé une princesse ou, je sais pas, une comtesse d'une ville dans laquelle vous êtes venu et vous avez été engagé par son seigneur. Eh bien, si vous avez la chance de quelqu'un qui avait dans les plusieurs carrières qu'il choisit de façon assez libre, il a choisi au hasard chasseur, il a un, eh bien, il va lancer 2d6 plus tout simplement eh bien, sa carrière qui va lui donner un bonus de 1. Donc, il va additionner ce 1 à son jet de dés. Voilà, globalement, c'est vraiment un système de jeu simple, efficace. On ne s'y attarde pas trop. On peut vite se concentrer sur l'action et surtout le scénario, l'ambiance de l'héroïsme, parce que là, on parle d'héroïsme à la Conan, évidemment, et Sandy se frotte la moustache, donc il veut dire quelque chose. Oui, c'est parce que on a oublié de dire un truc, c'est que le jeu n'était pas cher. Alors je sais plus, est-ce qu'il coûte 30 ou 35 euros? 29,95 €. 29,95 €. Voilà. Alors pour moi, c'est un des meilleurs investissements rôlistiques qu'on puisse faire parce que le bouquin de base, comme tu le disais tout à l'heure, il est super complet et ça fait pas partie de ces jeux d'initiation auxquels on va jouer une fois. Le monde est vraiment riche, il y a vraiment énormément de choses à faire avec. Et c'est pas simplement un petit jeu avec lequel on va faire quelques scénarios, c'est vraiment le genre de truc, je pense, avec lequel on peut jouer très très longtemps et qui se prête à énormément de choses différentes. Parce qu'il y a un beau panel, par exemple, de talents qui sont très, très distincts. En plus, il y a de nouvelles professions qui s'ajoutent au fil des suppléments. Je sais plus combien, il y a déjà 2 suppléments parus, hein. Il y a les chroniques lémuriennes, qui est en fait l'écran avec un supplément où il n'y a que du scénario. Et ensuite, il y a le Dieu voilé, qui est en fait les chroniques lémuriennes 2, où il y a toute une campagne qui est faite. Donc, C'est c'est ça. vrai que la particularité de cette gamme, c'est qu'on met la part fort vers le scénario, ce qui se fait plus tellement, je trouve, dans des gammes. On a tendance à se dire qu'il faut que ce soit acheté par le maximum de monde. Je parle dans des gammes vraiment mainstream, type Donjons et autres. Je trouve que c'est ça qui est chouette. Il y a un très bon équilibre entre la description linéaire, parce qu'aussi dans les suppléments qui suivent, notamment l'écran, on va vous décrire des régions de l'univers de la Lémurie et vous allez découvrir plus de choses et ça va être mis en application derrière. De la même façon sur la campagne du Dieu voilé où vous allez voyager à travers la Lémurie, eh bien vous allez avoir des aides de jeu qui vont vous expliquer un petit peu les différentes parties de l'univers que vous allez traverser, sachant que vous avez en effet des classes entre guillemets qui vont se rajouter. Donc on va vous parler de l'astrologue au Dieu voilé, vous avez la chimiste, il n'y a pas que des classes de combattants, de voleurs, on va trouver Mm. un petit peu tout l'ensemble, même si le grand sorcier tel qu'on peut l'imaginer, il va plutôt être du côté de l'ennemi forcément, plutôt que du côté des joueurs. Donc, Oui. juste pour revenir très rapidement, je vous l'ai dit, système de création de jeu, système de jeu, description de la lémurie dans le livre de base. Donc ça, c'est assez pratique. On va vous décrire les différents dieux, là, quoi. La description vraiment d'un univers rapidement mais efficacement, parce que je crois que la description fait une 50aine de pages. On va vous parler des mystères qui habitent cet univers-là, avant de se lancer vraiment dans les aventures sur comment en créer et comment habiter toutes les créatures qu'on va pouvoir mettre en avant dans les scénarios. C'est vrai que si je regarde, c'est du papier glacé, c'est tout en noir et blanc, des illustrations donc d'Emmanuel Roulier qui sont juste splendides, avec un choix vraiment volontairement atypique. Quand on regarde ça, c'est vraiment un pied de nez sur la Sword and Sorcery de l'époque. En détournant le truc, voilà, vous avez un barbare en bikini chainmail. Voilà. De la même façon qu'au milieu du bouquin, quand vous avez la cosmogonie, on a un dieu qui a un sexe énorme, un dieu masculin évidemment. On a tendance à nous montrer de nos jours plutôt des femmes fortement dévêtues, voire nues. Et bien là, pour une fois, nous avons un homme avec un dieu avec un espèce de gros sexe bien Voilà. marqué. C'est assez atypique, Alors, noté. Oui.
C'est l'élément qui m'empêche quand même quand les gens quand les gens demandent un système d'initiation pour initier au jeu de rôle, j'aurais tendance à proposer Barbarians of Lemuria, mais malheureusement, vu qu'il y a, je crois qu'il y a deux grosses bistouquettes en fait dans le jeu, et il y a un certain nombre de replots. Alors, j'aurais pas de scrupule si tu veux à le proposer par exemple à partir du collège ou ce genre de truc là. Par contre, pour les tout petits, alors si vous êtes prêt à donner des explications complexes, ok, mais, Ça peut être mais justement un outil pour pouvoir amener à l'anatomie, la discussion sur le sujet. Moi, mon fils, il a absolument. eu le bouquin de Barbarian of Lemuria, il avait 12 ans, il l'a maîtrisé. Je lui ai d'abord maîtrisé, ensuite il l'a maîtrisé. Je l'ai Mm. prévenu tout de suite, voilà, histoire d'arrondir les Je, temps. je veux savoir, Une je petite veux histoire. savoir, je Je veux lui ai dit, bon, savoir comment tu l'as prévenu. Comment tu l'as prévenu? Tu lui as dit, écoute, il va y voilà. avoir des bits. J'ai dit voilà, c'est un super jeu, tu l'as découvert en le jouant, tu as joué l'île de Metunga, un des 3 scénarios qu'il y a dans le livre de base que j'adore, que j'ai fait jouer plusieurs fois, où vous échouez sur une île, vous réveillez, vous venez d'échouer sur une île et vous allez découvrir ce qui se passe sur place et vous allez croiser les fidèles de Metunga. Et c'est un super scénar qui marche très bien. Oui. Voilà, et très rapide, qui peut jouer en une session de façon très très bien. Et donc je lui ai après derrière offert le bouquin, ce qu'il voulait le faire jouer dans son club de jeux de rôle qu'il avait monté dans son collège, donc en 6e. Et je lui dis, Mhm. bah, bon, Martin, ok, d'accord, très bien. Pas de problème, voilà, il est bien, feuillette-le, mais regarde cette page-là. Et je me suis dit, il va fermer les yeux, il va faire Ah. Vous savez, les 6e, un petit peu, des fois. Et non, je lui ai dit, voilà, il va y avoir un gros sexe masculin, un endroit pour un dieu. Donc, c'est pas la page que tu montres à tous tes copains si tu sens que ça va pas le faire. Est-ce que toi, ça te pose un problème? Il me dit, oh, non. Bon, bah voilà. Voilà. Il y a peut-être des tenues un petit peu dénudées. Elles sont pas nues complètement, mais quoi que ça dépend. Ah Toujours si, chez les si. dieux, en fait. Chez les dieux où il y a des gros roplopolos pour Lilandra. Mm. Mais bon, globalement, on a feuilleté le bouquin. Je lui ai dit voilà, avant de te l'offrir, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça coche les croix? Il avait découvert le système, il trouvait ça juste génial et il avait qu'une envie, Mm. c'était de maîtriser. Et bien, en fait, ça coche les croix. Et puis j'ai pas eu de plainte des parents, des copains et des copines, donc tout va bien. Eh ben, très bien, voilà. Alors, voilà, je pense, Ou sinon vous maîtrisez, c'est vous qui avez le bouquin, c'est vous qui les faites jouer. On va plutôt faire petite enquête de détective ou je sais plus quoi, ou des jeux comme ça, ou plus neutres, tout simplement. c'est Petit détective de monstres, je crois, qui est paru chez la Voilà, Loutre Rôliste. et voilà, petit détective de monstres. Merci Sandy, il y en a un seul qui suit, ça fait plaisir. Donc Voilà. voilà, donc tout ça pour dire que c'est un super produit, je trouve, très complet. Le livre de base se suffit à lui-même. Je dirais que bon, l'écran est sublime et les scénarios qui vont avec, vu que c'est un livre, hein, c'est pas un livret, hein, c'est carrément un livre, les chroniques lémuriennes que j'ai ici. D'accord, je sais pas comment on fait avec la caméra, c'est compliqué. Alors Euh, attends, hop. qui coûte la même chose, 29,95 € et avec tout plein de scénarios. C'est très très bien. Voilà. Et puis après, le Dieu voilé, pour moi, c'est une campagne qui marche très très bien aussi. C'est une campagne au long cours où il se passe plein d'événements. C'est au début assez scripté dans le principe et vous allez voir qu'il va se passer des trucs assez hallucinants. Et puis, si vous êtes des joueurs assez catastrophiques comme Sandy et moi, vous allez tout foutre en l'air et vous allez vous retrouver dans un combat titanesque face à une momie, des squelettes et tout ça. Et ça va partir en sucette. Le MJ va avoir Voilà. des catastrophiques et on va lui retourner son combat. Vincent, notre MJ, a pleuré ce jour-là, je crois. Et on a eu J'ai... la chance derrière d'un Raja qui nous a fait une illustration magnifique que nous Oui, montrerons oui. évidemment tout de suite. Merci. Hop, on montre l'illustration. Ouais, ce scénario était magique. Alors, ce qui est très bien dans Barbarians of Lemuria, c'est que je trouve le système est très équilibré pour permettre même aux gens qui font pas des jets de dés extraordinaires de s'en sortir quand même, de faire des choses intéressantes. On arrive quand même toujours à sortir un jet de dés avec un exploit héroïque et à faire des trucs sympas. Et puis les points d'héroïsme donnent la possibilité de verser vraiment voilà, dans des scènes très très héroïques. Alors, il faut reconnaître que puisqu'on a playtesté en fait cette fameuse campagne,
Il faut reconnaître que dans certains scénarios, Vincent a fait des jets de dés vraiment très très pourris pour ses méchants. Et donc, il y a eu une scène effectivement épique où on a affronté des morts-vivants qui se sont fait massacrer comme jamais, quoi. C'était vraiment un souvenir tellement rigolo que voilà, on a fait faire cette illustration par l'excellent Raja Soperamanian qui a bien voulu nous faire une jolie illustration de ce moment d'humiliation pour le MJ. Voilà. Alors, ce qui va nous amener à notre thème d'aujourd'hui, qui est l'héroïsme. L'héroïsme. Ça aurait pu être l'érotisme avec cette illustration-là, mais on a décidé que ce serait pour une autre émission. J'ai une vision très particulière de l'héroïsme, parce que j'ai fait beaucoup de campagnes très héroïques quand j'étais ado, et c'est super fun de jouer des héros super costauds. Moi j'aime bien, en fait, pour moi l'héroïsme, c'est aussi des héros, des anti-héros, des gens qui sont pas faits pour être des héros, et qui sont placés dans des situations très périlleuses et qui s'en sortent. Donc j'aime bien qu'il y ait une sorte de graduation, en fait, dans les campagnes et dans les scénarios, avec des choses qui sont au début plutôt faciles, des affrontements qui vont être simples, et puis au fur et à mesure des dangers et des enjeux qui augmentent jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est là justement que ces tout petits personnages qui sont pas forcément taillés pour être des héros peuvent avoir une place de choix dans un récit héroïque. Et voilà, donc pour moi, l'héroïsme, il se place un petit peu à tout moment du scénario. À n'importe quel personnage peut avoir un moment héroïque. Alors, à condition que le maître de jeu joue le jeu justement, et qu'il laisse les joueuses faire des choses héroïques. C'est-à-dire qu'il insiste lorsqu'elles font quelque chose qui est très pertinent et qui fonctionne, donc qu'il en rajoute un petit peu, par exemple en décrivant, quand on a un excellent jet de dés, en décrivant ce jet de dés en long, en large et en travers avec des effets spectaculaires, et puis en faisant des échecs quelque chose qui compte aussi, parce que l'héroïsme, c'est pas que des réussites, c'est aussi des échecs. Un héros, quand il se plante, ça a un sens. C'est pas simplement parce que c'est un gros naze. Ça peut être très très dramatique à un moment. Donc, par exemple, un héros il saute pour essayer de choper le pont-levis pour rentrer à l'intérieur du château du gros méchant. Il veut essayer de sauver quelqu'un. S'il se vautre simplement et s'il s'aplatit contre la porte, ça n'a pas de sens. Par contre, si une fois qu'il n'a pas réussi, donc il s'écroule, la porte se referme devant lui, s'il entend derrière la porte du château les gémissements des gens qu'il n'a pas réussi à sauver, là ça devient intéressant parce qu'il a l'opportunité d'accomplir quelque chose d'héroïque par la suite. Donc je pense que l'héroïsme, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un peu comme tout. Et alors justement, nous avons la chance d'avoir un des auteurs de la campagne de Barbarians of Lemuria qui a accepté de nous raconter un petit peu, de nous parler un petit peu d'héroïsme. Réussir des scènes épiques pour un meneur de jeu, c'est toujours assez compliqué. Il y a deux clés pour moi, il faut de l'intensité et du rythme. De l'intensité parce qu'il faut que les joueurs soient arrivés à un point clé du scénario, à un moment où les enjeux vont devenir majeurs, ou peut-être ils vont risquer vraiment leur vie, ou pouvoir échouer dans leur quête, et du rythme, parce qu'il faut qu'à ce moment-là, le jeu se déroule sans accroc. Et c'est toujours difficile pour un maître de jeu, ça veut dire, par exemple, réussir à avoir des descriptions courtes, percutantes, pas se perdre dans les détails, laisser l'imagination des joueurs faire et surtout leur laisser la première place, puisque pour que ça soit héroïque, il faut que les héros interviennent et les héros sont toujours les personnages des joueuses et des joueurs. Et il y a une graduation à faire, il y a une façon de faire tout simplement monter la mayonnaise, de sorte que quand arrive le bon moment, le moment de l'héroïsme, eh ben on souligne. Et ça, je sais que Mike, toi tu le fais très bien, Vincent le faisait très très bien aussi en tant que MJ, c'était de passer assez rapidement sur les échecs et d'insister énormément sur les réussites
quand elles ont un sens. C'est-à-dire que quand on fait une très grosse réussite dans un cadre qui est pas justement tendu, on n'insiste pas dessus. Mais dès qu'arrive le combat final, là voilà, tout prend un sens. C'est le moment où il faut vraiment narrer les choses, il faut expliquer les choses et faire monter la mayonnaise, comme je disais tout à l'heure. Je pense Et que toi? oui, bah, l'héroïsme pour moi, il y a cet aspect-là en effet de se dire qu'il faut faire attention, que tout a une importance, mais il faut l'inscrire aussi dans l'évolution des personnages. On n'est pas dans une saga où il y a un seul héros, on a une saga où il y a 4, 5, 6 héros dans l'histoire. Et donc, en effet, ce qui est important, c'est l'échec et la réussite, les deux. L'échec parce que ça forge le héros à venir. Les déboires qu'il va subir au cours de son parcours vont le faire grandir. C'est un voyage initiatique quelque part, sauf que c'est un voyage à plusieurs. Donc ils sont complémentaires. Ils ne sont pas tous parfaits, loin de là. Et c'est justement leurs imperfections qui donnent de la matière à cette campagne, à cet héroïsme. Et ce qui donne aussi le pendant de cette matière-là, c'est l'opposition. L'ennemi avec un grand E qui peut être multiple, qui peut avoir plusieurs facettes, mais qui en explorant les différentes facettes de l'ennemi va permettre d'explorer les différentes facettes des héros en l'occurrence. Donc je pense que c'est important, c'est intéressant aussi. Moi, ce que j'aime bien faire aussi de temps à autre, c'est de faire en sorte que l'ennemi, il y ait un ennemi extérieur, mais qu'il y ait un ennemi intérieur, c'est-à-dire qu'on puisse aller tenter des personnages chez les héros, chez les aventuriers, pour faire en sorte qu'il y en ait un qui soit tenté de passer de l'autre côté, parce que ça donnera d'autant plus de valeur. On s'attache les uns aux autres, les personnages s'attachent les uns aux autres, et si par les épreuves, il y en a un qui prend un raccourci ou qui accepte une proposition qu'on lui fait parce que c'est le savoir ultime qu'il convoite depuis toujours et qu'il est prêt à abandonner ses compagnons pour ça, au prix d'une trahison qui mettra un événement absolument incroyable dans la campagne. Imaginez un combat titanesque à un moment, même pas forcément titanesque, mais un combat très important avec des enjeux très importants. Et au milieu de ce combat, il y a cette trahison. Je pense que c'est des moments dont on se souvient à tout jamais, de la même façon qu'on va se souvenir à tout jamais de la mort d'un personnage. C'est important à la fois de voir l'éventuelle trahison, mais éventuellement soit de mettre en scène, de s'arranger avec une des joueuses, si cette joueuse, son personnage ne lui plaît plus, de mettre en scène ce fameux sacrifice quelque part pour ses compagnons qui, au péril de sa vie, va permettre de sauver les siens. Et imaginez le déchirement pour ceux de se dire non, on peut pas la laisser, et ceux qui veulent y aller, et finalement, ils vont être forcés de partir. Je pense que ce qui fait vraiment l'héroïsme, ce sont les enjeux. On joue pas seulement sa vie, on joue Mhm. la vie de gens qui sont des gens non nommés, mais voilà, un village, quelque chose, ça peut être, peu importe l'échelle en fait. L'héroïsme, pour moi, on a tendance à se dire oui, il faut sauver l'univers, il faut sauver la planète. Non, ça peut être sauver un village face à des brigands, ça peut être quelque chose de tout petit, mais c'est réellement la posture des joueuses, des personnages qui va faire que eh bien, ça va devenir héroïque. Et donc, ne négligez jamais les méchants, entre guillemets avec un grand M, ne négligez jamais les enjeux qu'on va mettre en place pour les héros, les héroïnes de la table, et éventuellement des choses entre les deux qui vont faire pencher. Et puis peut-être un voile qui va se lever à un moment, ils vont découvrir, elles, excusez-moi, j'ai toujours du mal à dire joueuse, mais c'est vrai que c'est important de le dire, je pense, que les joueuses Oui, ouvrent les yeux, que le voile se lève et qu'elles réagissent qu'elles étaient du mauvais côté. Elles étaient oui, convaincues parce elles se disaient qu'elles faisaient le bien et que tout ça. Et un jour, dans cette évolution, elles vont devoir ouvrir les yeux sur quelque chose qu'elles ont fait et qui a eu des conséquences tragiques. Et elles vont se rendre compte que le gros doute de mais si on avait servi le mal tout ce temps, et c'est exactement ce qu'on voulait pas. Et du coup, changement de posture et côté très intéressant, je pense aussi. tout à fait, tout à fait. Et alors, on n'est pas les seuls à avoir des idées extraordinaires sur l'héroïsme, en tout cas des idées qui vous feront peut-être réfléchir vous, mais on a demandé évidemment aux copains de participer un petit peu et de nous dire ce qu'ils en pensaient. Et ben, du coup, qu'est-ce que je vais faire moi en tant qu'OMJ quand je veux maîtriser une campagne héroïque? Je mets trois choses. Je mets des enjeux forts. Alors surtout si ça va être une campagne héroïque au sens de chevaleresque, épique. Je mets du rythme parce qu'il ne faut pas laisser les PJ tergiverser, échafauder des plans trop compliqués, puisque l'idée c'est d'avoir une dynamique héroïque qui les pousse à agir de manière courageuse. Et donc, il ne faut pas qu'ils aient trop peur au départ. Pour ça, en fait, il n'y a qu'une méthode, c'est du contraste. Contraste ludique et contraste émotionnel qui va s'en suivre. Contraste ludique, c'est-à-dire que les premiers combats doivent être hyper faciles.
il faut qu'ils roulent sur les adversaires. C'est des hordes d'ennemis sur lesquels ils vont pouvoir se déchaîner. Vous, en tant que MJ, enfin moi c'est ce que je fais, je mets en scène leur démonstration de puissance. Tout ça, ça leur donne en fait de la confiance en eux et du courage pour affronter ensuite les derniers combats, qui ceux-là vont être monstrueux, et sont des dans lesquels ils vont devoir vraiment claquer tous leurs points de chance et leurs points d'héroïsme. Là, en plus, avec quelques bons jets de dés, ça fait des super souvenirs pour une campagne épique. Pour moi, l'héroïsme aussi, je le disais tout à l'heure, ça doit venir aussi du MJ. Le MJ, il y a une règle que j'aime beaucoup dans Apocalypse World qui dit le meneur de jeu doit être fan des personnages des joueuses. C'est-à-dire que vous, en tant que MJ, votre but n'est évidemment pas de faire échouer les joueuses, mais en plus, vous avez la chance de pouvoir être spectateur devant ce qu'elles font et de pouvoir assister à tout ça un petit peu comme si vous regardiez un film ou une série télé et de voir leurs personnages évoluer et faire des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est une des grosses satisfactions quand on mène une partie, de donner la possibilité aux joueuses de faire des choses très héroïques, de voir qu'elles trouvent des solutions et d'aller dans le sens de ces solutions, même si à l'origine, vous n'avez pas forcément prévu que le scénario allait se dérouler comme ça. De temps en temps, quand la solution des joueuses est plus épique que ce que vous aviez prévu, ça peut être très très sympa de les laisser faire et même de favoriser leur jet de dés, voire d'éviter de leur faire des jets de dés, parce que leurs idées sont tellement extraordinaires que ça vaut la peine que ça marche. Voilà. Il le dit bien, hein. Oui, oui. Non, voilà, en tout cas, l'héroïsme, c'est bon, mangez-en. C'est un petit peu le fond de commerce de base du jeu de rôle depuis ses débuts, hein, il faut bien le dire. Traité de plein de façons différentes. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un faible pour l'approche Conan, mais remise au goût du jour, c'est-à-dire pas une approche masculiniste au possible, mais d'avoir au contraire quelque chose de très ouvert, de très intéressant. Nous, on avait une géante à notre table qui défonçait tout. Et qui m'a sauvé la vie un nombre de fois incalculable, parce qu'à chaque fois que j'ai fait une connerie dans ce scénario, il y avait le personnage de Nathalie derrière moi pour me sauver la mise, sinon je me serais fait écrabouiller, mais tout le temps, quoi. C'est ça. Je pense que voilà, c'est important de remettre les choses au goût du jour. Le but du jeu, c'est pas de rejouer les sagas telles qu'elles ont pu être faites, écrites dans les années 50-60, où le rôle de la femme était franchement pas sympa, mais refaire un peu les choses de façon très ouverte et en s'intéressant vraiment aux enjeux, pour mettre les enjeux au centre de la table, quel que soit le sexe, quelle que soit l'approche, et voilà, et y aller franco. Voilà. Y aller franco, je crois que c'est... encore une fois, c'est un peu le credo, en fait, notre credo à Jet d'initiative, c'est-à-dire, allez, on y va et on voit ce qui se passe. Voilà, on tente des choses et je sais qu'on a tenté. Alors, le personnage de Mike était un acrobate et un adepte des arts martiaux, donc il a fait des trucs incroyables. Moi, Non, j'étais pas du tout adepte. Je faisais partie d'un ancien cirque. J'étais un espèce eh d'asiatique un ben, petit peu bonne bedaine, mais qui était encore capable de quelques souplesses. Mais non, il n'était pas du tout adepte des arts martiaux, c'est pas vrai. eh ben, ça donnait l'impression en tous les cas. Il était adepte casse-noix et il faisait des choses Oui. assez incroyables avec son casse-noix, notamment remonter les coronesses aux oreilles de ses adversaires. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi j'ai essayé de faire des effets rigolos vu que j'avais un archer en tirant dans des trucs inédits, en faisant des flèches qui rebondissaient contre les murs, etc., etc. Donc Beaucoup de bouche. Donc, imaginez Legolas, mais qui n'a pas le talent de Legolas, mais par contre qui se vante d'être capable de faire des trucs incroyables. Il était très très drôle. Il mettait une ambiance incroyable. Il impressionnait les gens jusqu'à ce qu'il tire. Mais des voilà. fois, par contre, il faisait des tirs de malade et on Ah, n'y croyait pas nous-mêmes. On en était les premiers surpris à dire hein, mais ça marche en je- fait. c'est une Pas des vrai. rares parties où j'ai vraiment fait des bons jets de dés. Voilà. En désespoir Alors, de vaincre notre MJ. et oui. Alors c'est pas le tout, mais on a parlé d'héroïsme et tout. Ça va être à vous en fait de faire des choses, d'être des vrais héros de la table de jeu. Donc aujourd'hui nous vous avons préparé comme d'habitude un petit défi de MJ. C'est la fin du scénario et les PJ entrent dans la salle du sacrifice pour sauver le prince du sorcier maléfique. Et ils ratent tout leur jet, ils se retrouvent à court de ressources, ils n'ont plus rien, plus de points de vie, enfin bref, ils ont tout foiré. Et pourtant c'est la fin du scénario, il faut que ça se passe quand même pas mal, il faut que ça se passe héroïque. Alors que faites-vous ? Concluture de cet épisode, l'héroïsme c'est bien, mangez-en. Oui. Jouez à Barbarians of Lemuria. Oui.
parce que c'est un très très bon jeu que vraiment qui a sa place dans toutes les ludothèques et qui permet justement de faire des petits scénarios par-ci par-là ou une très longue campagne très sympa. Et puis ben, nous de notre côté, on va continuer à rechercher des tas de choses sur le jeu de rôle et à trouver surtout des questions complètement farfelues à vous poser toutes les 2 semaines. On vous Ouais. dit à dans... On va peut-être prendre un peu des petites vacances là, parce que 14 juillet. Il n'est Ouais, pas impossible qu'on prenne des vacances, effectivement. on a aucun doute, tu vois, un truc dans le genre, pas avant, quoi, tu vois, ce serait pas mal. Voilà, Bon, voilà. est-ce qu'on Donc l'a là, mérité? évidemment, quoi, c'est évident, quoi. Donc la prochaine émission, ce ne sera pas dans 15 jours, mais dans un mois. De Voilà. toute façon, vous le saurez, il suffit d'aller sur la page J'ai d'initiative ou sur le groupe J'ai d'initiative sur Facebook et vous serez informé de l'évolution de tout ça. Ce qui nous donne, a priori, un 12 août, si tout va bien. Si les astres sont alignés, si l'astrologue de Barbara Flemuria nous aide, tout ira bien. Ça devrait le faire. Voilà, et bien à dans un mois alors. Ciao ciao. Tu seras Barbarian. tout petit pour la peine, ça t'apprendra. Paf. Ah Et ouais, non, donc, par contre, c'est la loose, quoi. Sous tes parchemins, il n'y a même pas marqué Michael et Sandy, quoi. Non, on s'en fout, non. en fait. On Si s'en les gens bat nous les... connaissent pas à partir de l'épisode 6, on fera une interro à la fin de... Ton information sur Discord, tu es frisé avec un grand sourire. Très jolie C'est vrai. image. Ouais, ça te réussit bien, je trouve. Ah, oh là, l'image est vachement moins bonne, là, d'un coup. Alors c'est parce que c'est mon autre webcam, ça. Ah, c'est la merdasse. Ouais. Sandy et Granu. Ah, tu es beau. Tu es beau. Oh. Vas-y, danse. Alors, Montre tes tétons. Non, c'est pas par ça. contre... Toc. Alors, je fais mes petits réglages à la One Again Beast to Fly et on aura fini. Check. Remarquons que, hop là, ça y est, je suis à la bonne... Ah, on fait Justine et Vincent, et puis voilà. Justine et Vincent. Justine et Vincent. On dirait un nom de manga sur M6, tu sais. Justine Vincent les a vus. Waouh. Elle n'a Waouh. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est beau. À ton tour. C'est bon. Attends, ne bouge pas. Encore une fois, Mike a pris un risque en partant. Car en tendant la main, Sandy va dérégler entièrement son micro. Voilà. Lancer mes enregistrements par sécurité, audio exclusivement. Et de 1 et de 2, c'est fait, cher ami. Ok. Moi, c'est lancé aussi. Hein. Ok. Très bien. Alors, ce que je vais Les faire, c'est juste à l'instant, j'imagine. Pardon? Tu les as lancés récemment. Non, c'était lancé depuis le début de l'appel. Putain, mais c'est pas possible. En fait, il va falloir que j'installe une webcam chez toi pour savoir quand est-ce que tu lances réellement les Alors, enregistrements pour que c'est voilà. bien simple. À partir du moment où tu es en train de faire une connerie, considère que l'enregistrement est lancé. J'espère quand Ouais. même au blooper montage de Nathalie, elle pourra être aussi un peu juste et mettre un petit peu de conneries du samedi. Car je trouve qu'il y a une sorte de favoritisme, ou plus exactement d'acharnement thérapeutique sur ma bonne tronche. Là, t'es frisé par contre. Oui, je sais. L'air intelligent. Ça c'est fait. Allez, moi je dis on commence. Tits up. Hop, ready? Allez. Allez, go.